Les premiers mois ont été assez difficiles, c'est-à-dire que j'ai eu une phase de désillusion, je dirais, où en fait je m'étais dit, bah tiens, je vais mettre sur LinkedIn que je lance mon entreprise et puis les gens vont venir me voir. C'est pas ce qui s'est passé. Si je veux voir quelqu'un et que je dis achète mon truc, les gens ne viennent pas. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés au début, mais maintenant où j'en suis aujourd'hui, j'ai plus ces difficultés clients-là et mes enjeux sont un petit peu différents. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Audacieux, la chaîne qui met en lumière les parcours inspirants des entrepreneurs. Mon invité d'aujourd'hui aide ses clients à construire une identité forte et unique. À la tête de sa propre agence de communication, son travail consiste à développer des sites web, à imaginer des concepts graphiques, bref, à conjuguer technique et esthétique afin d'impacter la communication de ses clients de manière positive. Passionné par la programmation informatique, son objectif est aujourd'hui d'épauler les entreprises dans leur transition digitale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Quentin Léonard André. Bonjour à toi Quentin. Bonjour Florian, merci de l'invitation. Bienvenue en tout cas pour ce nouvel épisode des Audacieux. Donc comme je le disais en préambule, toi Quentin, tu as créé ta propre agence de communication qui s'appelle Studio Bestio. C'est une entreprise que tu as créée en janvier 2025, donc il y a un peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Avec plaisir, oui. Studio Bestio, du coup, comme tu l'as dit, c'est moi qui l'ai fondé, mais je ne suis pas seul. En fait, je l'ai cofondé. Et on est l'alliance du coup d'un développeur qui est ma personne et d'une graphiste, Doriane, qui habite à Saint-Dié, avec laquelle je collabore. Le cœur de notre activité, il est de mettre en avant nos clients par des biais de communication. Ces biais de communication-là, ils sont multiples. Le premier, celui sur lequel on est le plus calé, celui sur lequel on axe le plus notre activité, c'est la communication sur le web. Pour ça, du coup, on propose deux types d'activités principales, des sites vitrines, donc des sites qui présentent une activité, qui ont tendance à attirer des mondes, à présenter rapidement une activité et à convertir des leads ou des prospects. Et la deuxième activité principale qu'on a sur le web, c'est ce qu'on appelle des sites e-commerce. Donc là, je ne t'apprends rien, mais simplement, on accompagne des clients pour vendre en ligne, que ce soit par les photos des produits, par le développement du site internet et par la mise en place d'outils divers. Donc ça, c'est un peu le premier pied de notre activité, c'est on est sur le web et on offre de la visibilité. La deuxième chose, c'est qu'on propose ce qu'on appelle un système de charte graphique. Donc on propose des logos, on propose tout l'écosystème en fait de la communication qui seront utilisés sur tous les supports, cartes de visite, flyers, etc. Donc du coup, on a un peu ces deux piliers-là, ce pilier de communication qui est je vends sur Internet et je montre et je présente mon activité avec justement cet écosystème composé d'un logo, d'une charte graphique, d'une police, etc. Et ces deux parties, je pense, développement de site plus développement d'une identité, on va dire, graphique. Je pense que ces deux parties sont deux composantes inhérentes au fait même pour les entreprises d'avoir et de bâtir une identité digitale. Et donc, du coup, toi, tu as des compétences particulières dans ces deux domaines où tu es vraiment spécialisé, on va dire, plus informatique, où tu vas chercher des compétences ailleurs. Enfin, comment tu te vois là-dessus? Ouais. Donc en fait, moi, historiquement, j'ai toujours été un développeur web. Donc on reviendra après sur mon parcours, je vais pas m'étaler maintenant. Mais en fait, ce que je sais faire, c'est taper des lignes de code. Donc en fait, moi, si on me fait faire quelque chose de graphique, d'esthétique, j'ai vraiment aucune compétence. C'est pour ça que j'ai cofondé Studio Bestio, parce que moi, je suis un petit peu le développeur, le codeur, et Dorian, avec qui je travaille, c'est vraiment l'artiste de l'équipe. Moi, je suis très dans le cadrage, la structure, et elle est très artistique. Donc elle a vraiment cet œil-là que je n'ai pas. Et donc, cette fusion de compétences, en fait, elle permet d'avoir un panel complet, quoi. Oui, en fait, vous offrez, on va dire, un panel de solutions, une offre, en fait, qui peut être complémentaire, finalement, entre toi, ce que tu peux offrir et ce que ton associé, en fait, peut offrir en termes de compétences, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, il y a cet adage que j'aime bien qui dit qu'on ne peut pas être bon partout. Et j'ai fait mon deuil du fait de pouvoir tout maîtriser. Et justement, sur ce genre de compétences-là que je n'ai pas et qui sont primordiales pour ce que je propose à mes clients, je m'entoure souvent de gens qui peuvent compléter mes manques. Alors comme tu le sais dans cette émission, sur cette chaîne, on s'intéresse bien sûr aux entreprises de nos invités, mais également et surtout à leur parcours. Alors toi Quentin, j'ai cru comprendre que tu étais donc diplômé d'un DUT informatique que tu as obtenu en 2021, donc il y a de cela à peu près 5 ans. Tu as commencé ta carrière en tant que développeur salarié dans différentes entreprises. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené finalement à entreprendre? Bien sûr, oui. Donc en fait, je l'ai dit, de formation, je suis développeur. En fait, avant de commencer mes études, je me suis un petit peu inscrit dans une démarche d'éducation populaire. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, j'ai été très actif dans le monde de l'animation. Donc j'ai été animateur en colonie de vacances, j'en ai même dirigé une. Et j'ai également été très actif sur l'aspect formation BAFA. Ton métier passion, ça aurait été ça? C'est ça, c'était le métier que je voulais faire.
Et en fait, du coup, la pression sociale et les gens autour de moi m'ont dit ne va pas dans ce métier-là. C'est un métier qui n'est pas un métier qui rapporte ou en tout cas qui fait vivre correctement. Donc j'ai été poussé un petit peu vers autre chose, quoi. Donc après, j'aurais pu faire le choix d'y aller, mais j'ai quand même suivi ces conseils-là. Et donc du coup, j'ai été un petit peu au hasard dans une école qui proposait plusieurs filières, mathématiques, informatique et mécanique. Et j'étais très mauvais en mécanique et en mathématiques, mais j'étais très bon en informatique, donc j'ai un peu poursuivi dans cette voie-là. Donc j'ai un peu délaissé tout ce monde associatif-là dans lequel je m'étais forgé au début, pour un petit peu donner place à des études plus scolaires et plus axées sur la technique, quoi. Donc, Et du coup, donc là, tu sors diplômé, tu sors diplômé du coup de cette formation-là. Donc vraiment accès informatique, programmation, c'est ça. Et ensuite, tu trouves tout de suite un stage, un job, j'imagine que ça s'est articulé comme ça. Oui, c'est ça. En fait, j'ai suivi le format assez standard. Disons que j'ai été 3 ans en études et ma dernière année, je l'ai fait dans une entreprise qui s'appelle QS, qui a ensuite changé de nom, qui s'est appelée Kiwi Studio, qui était une agence un peu comme la mienne finalement. Quand j'étais dans cette entreprise-là, j'étais en alternance, puis ils m'ont pris en CDD, puis en CDI. Donc cette première expérience professionnelle, elle était très intéressante parce qu'on n'avait pas un client ni un service. On proposait un ensemble de services, principalement autour de l'informatique, à une grande panoplie de clients. Ça allait du vendeur de motoculture à des services d'État qui permettaient de se bien tenir au travail, par exemple. Donc j'ai vraiment participé à beaucoup de projets très différents, tant en termes de technique que d'attendus clients. Donc ça, c'est la première expérience. J'ai travaillé pendant 2 ans. C'était très formateur. Et j'ai fait un petit peu de tout, un peu partout. Je ne sais plus quel chanteur dit ça, mais j'aime bien cette phrase-là. C'est Joe Dassin, je crois. Je crois, oui, effectivement, je recherchais en même temps. C'est ça. Et du coup, en fait, ta vie professionnelle salariée, elle t'a permis donc d'avoir différentes compétences, notamment peut-être le sens du service client. Et peut-être d'autres compétences également. C'est ça. En fait, quand j'étais à l'école, on nous apprenait à développer. Ouais. C'est qu'en fait, le métier de développeur, c'est pas juste développer. Parce que pour développer quelque chose, il faut savoir quoi développer. Et justement, ça se rapporte à tout ce relationnel client. Et justement, chez cette première entreprise dans laquelle j'étais développeur. Mais en plus de ça, j'ai été commercial à mi-temps au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il m'a dit, tiens, j'aime le travail que tu fournis, mais je me dis que ça pourrait être intéressant que tu switches un petit peu aussi vers ce métier de commercial. Donc déjà à cette époque-là, donc c'était il y a 4-5 ans, j'étais à la fois développeur et j'avais aussi des compétences un peu transversales. J'étais donc commercial et donc ça m'a forgé un petit peu dans ce monde du relationnel client. J'allais voir les clients, je découvrais les activités. Et le fait qu'on ait une grande diversité d'activités, ça m'a permis aussi de me dire, tiens, l'informatique c'est un domaine, mais des entreprises, il en existe plein. Oui, tu n'étais pas seulement derrière un écran d'ordinateur, tu tapais pas forcément que des lignes de code sur un clavier, mais il y avait vraiment une vision humaine en fait, du métier que tu faisais. Et je pense que ça fait partie des compétences, le relationnel client, tout ça, savoir convaincre, savoir s'exprimer. Ça, c'est des compétences que tu as pu réutiliser ensuite lorsque tu as lancé ton entreprise. C'est ça, oui. Donc en fait, ces compétences-là, je les avais déjà développées pendant toute la période d'animation que j'ai vécue avant d'être étudiant. Et en fait, ces compétences que j'ai acquises avant, elles m'ont beaucoup servi dans ma vie de salarié. Donc du coup, j'ai été ces 2 années-là donc chez QS et ensuite j'ai rejoint un grand groupe qui est Chaussea pour lequel j'ai travaillé 2 ans sur le site e-commerce. Donc mon parcours, il est intéressant, enfin je le trouve intéressant parce que j'ai vraiment eu les 2 formats très différents. Petite structure, grande variété de clients et très grande structure et un seul projet. Parce que chez Chaussea, en fait, on avait une technologie, on avait un projet et c'est ce projet-là qu'on développait pendant ces 2 années-là, quoi. Oui, puis après ta diplomation, voilà, comme ça, tu as pu te faire la main aussi techniquement, parce qu'on parlait du relationnel client, mais je pense du point de vue purement technique, du point de vue purement informatique, avoir un diplôme, c'est bien, mais mettre, on va dire, ses compétences au service de vrais clients, c'est-à-dire voilà, s'exercer, tout simplement. Je pense que ça, c'était important que tu aies cette expérience-là salariée. De ce point de vue-là, ça t'a permis de te faire la main. Ah c'est sûr. Il y a 2 choses. Déjà, ça m'a permis de me faire la main. Et surtout, dans mes différentes expériences, c'est ça qui m'a aussi poussé vers l'entrepreneuriat. Il y a souvent des gens qui se disent « je me suis lancé en entrepreneuriat parce que j'étais pas bien là où j'étais ». Moi, c'est un peu l'inverse. Les 2 expériences que j'ai vécues, j'y étais vraiment très bien. Et les gens que j'ai côtoyés, que j'ai rencontrés, m'ont tous dit « l'entrepreneuriat, c'est génial. Si un jour tu veux y aller, on t'encourage à le faire ». Et en fait, du coup, ils m'ont vraiment donné cet amour-là que je n'avais pas au début. Moi, il y a 5 ans, on m'aurait dit « tu vas lancer ton entreprise », j'aurais dit « vous êtes cinglés, quoi ». Et c'est vrai que finalement, c'est ce parcours-là, ces rencontres, plus que les compétences. Parce que maintenant, les compétences, je les maîtrise, je les enrichis de temps en temps et je me tiens en veille. Mais donc, dans l'ensemble, maintenant, le cœur de mon métier, c'est d'aller rencontrer des gens et de collaborer avec mes clients. C'est-à-dire que tous les jours, je passe plus d'appels que je ne développe, par exemple. Donc, j'ai un peu ce switch-là qui s'est opéré
de par mes expériences salariées, de par mon expérience dans l'éducation populaire. Et puis du coup, c'est ça qui m'a amené vers là où j'en suis aujourd'hui. Mais quel a été le déclic du coup qui t'a fait passer d'un environnement salarié à un environnement entrepreneurial? En d'autres termes, tu étais bien chez Chaussea, ça te plaisait, voilà, tu voyais du monde, tu avais une diversité de projets, très bien. Mais qu'est-ce qui a fait qu'un beau jour tu t'es dit, je veux me mettre à mon compte, je veux entreprendre? Cette question elle est assez complexe parce qu'en fait c'est un ensemble de facteurs et je ne sais pas vraiment ce qui a allumé la mèche. Mais disons qu'en tout cas la bougie était là, la mèche était là et le déclic qui a allumé le briquet c'est un peu la conséquence de ce qui s'est passé avant, je dirais. Je pense vraiment que le vrai déclic qu'il y a eu, c'est que j'ai pris confiance en moi. C'est-à-dire qu'à un instant T de ma vie, je me suis dit tiens, je vais le tenter. Et c'est là que j'ai lancé mon activité. Mais le vrai déclic, c'était quand est-ce que je vais oser le faire? Quand est-ce que je vais être audacieux? Mais ça, donc du coup, cette envie d'entreprendre, elle était au fond de toi depuis peut-être des années. Je pense, oui. Je pense. En fait, ça a été une résurgence en fait finalement de cette idée-là en fin 2024, lorsque ça faisait déjà 3 ans et demi que tu étais salarié. Et là, tu t'es dit, j'ai envie de vivre de mon activité, développer mon portefeuille client, développer des compétences aussi à moi par rapport aux clients que je peux avoir. Et en fait, c'est tout un tas de choses finalement. Et puis peut-être une envie d'être libre, peut-être. Oui, c'est ça. En fait, au début, on me disait, si tu cherches à être libre, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. D'une certaine façon, je suis assez d'accord avec ça. Mais je pense que chacun cherche un petit peu sa forme de liberté. Et moi, la forme de liberté que je recherche, c'est pas de pouvoir partir en vacances quand je veux ou de pouvoir poser tel jour. C'est vraiment la forme de liberté de me dire, tiens, sur quel projet je vais travailler, comment je vais le faire surtout. C'est pas tellement avec qui je vais travailler, mais comment je vais travailler avec ces personnes-là. Et cette liberté-là, c'est vrai que dans n'importe quelle entreprise, c'est pas nous le chef d'orchestre, donc c'est pas nous qui décidons de comment la partition va être jouée. Et cette liberté-là, en effet, c'est ce que je recherchais, je pense. Et ça a dû te faire un choc, non, de passer du monde salarié au monde entrepreneurial. Enfin, j'imagine que tu as dû quand même peut-être être accompagné, être entouré. Est-ce que tu as connu des obstacles lors de ton lancement? C'est vrai que j'avais un petit peu, comme tous les gens qui veulent se lancer, l'image du je lance mon entreprise, les gens vont venir me chercher et je vais avoir plein de travail. Et en fait, les premiers mois ont été assez difficiles. C'est-à-dire que j'ai eu une phase de désillusion, je dirais, où en fait, je m'étais dit, bah tiens, je vais mettre sur LinkedIn que je lance mon entreprise et puis les gens vont venir me voir. C'est pas ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, ça a été très formateur parce que je me suis dit, mince, personne ne vient à moi. Et c'est là que j'ai appris, en tout cas, je suis encore en train de l'apprendre, comment faire pour que les gens viennent à moi. C'est-à-dire que si je veux voir quelqu'un et que je dis achète mon truc, les gens ne viennent pas. Donc j'ai un petit peu développé cette culture réseau, j'ai un petit peu développé des stratégies, mais c'est pas le terme. Mais en tout cas, j'ai réfléchi à comment faire pour gagner un petit peu en clientèle. Et c'est tout ce travail-là que j'ai fait sur les premiers mois. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés au début, mais maintenant où j'en suis aujourd'hui, j'ai plus ces difficultés clients-là et mes enjeux sont un petit peu différents. Donc ça concernait vraiment, enfin tes principales difficultés concernaient vraiment le fait d'avoir tes premiers clients, de développer ton premier portefeuille à toi. Et donc du coup, tu as dû participer, tu le disais, à des réseaux. Mais je pense aussi le bouche à oreille, il a été d'une grande utilité. Ah bah, c'est une évidence. Une évidence. Moi, dans mon parcours, le bouche à oreille, c'est vraiment ce qui m'a le plus porté. Je serais un menteur si je disais que c'était simplement moi le commercial qui avait rapporté du monde, quoi. En tout cas, disons qu'au tout début, j'avais cet aspect commercial-là qui était principal, qui était au centre. Et en fait, il y a un jeu de conséquences, un jeu d'opportunités qui a fait que maintenant, j'ai suffisamment de clients pour en vivre. En fait, quand je me suis lancé, j'avais peu d'argent de côté et surtout, j'avais pas de chômage. Donc disons qu'au jour le jour, j'avais vraiment besoin de rapporter du chiffre d'affaires, sinon je devais retourner rapidement au salariat. Tu n'avais aucun filet de sécurité? Si, j'avais 3 000 euros, quoi, mais je veux dire, c'est pas grand-chose, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai tenu 1 mois et demi quoi, avec cette somme-là. Et donc en fait, j'ai dû me débrouiller, en tout cas au début, et j'ai eu un stress intense sur le début qui m'a un petit peu boosté. Des fois, ça peut être l'inverse, hein. Un stress intense, ça peut nous enterrer. Mais là, ça a été l'inverse, ça m'a vraiment boosté, et donc ces premiers mois-là, ils ont été très clés. Et maintenant que j'ai réussi à développer mon portefeuille client, j'ai plus ces enjeux-là. En tout cas, j'ai réussi à me défaire de ce stress quotidien. Et ce portefeuille client, donc tu l'as développé par des réseaux, on l'a dit, mais est-ce que tu as eu également l'occasion de te faire accompagner peut-être par des mentors, peut-être par des gens qui faisaient ou qui ont fait à peu près le même travail que toi, qui ont connu aussi ces obstacles que chaque entrepreneur peut connaître. Est-ce que tu as pu, dans ton entourage, te faire épauler? Donc les personnes qui m'ont épaulé, c'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est les personnes que j'ai rencontrées durant mon parcours de salarié. C'est-à-dire que pendant mes 4 ans de salariat, j'ai échangé avec des dirigeants, avec tous ces gens-là. En fait, c'est ça le réseau que je me suis forgé, quoi. C'est toutes les personnes, toutes les rencontres que j'ai faites durant mes années de salariat. Et du coup, toutes les personnes qui ont été en position de m'accompagner en tant que salarié sont les personnes qui m'ont ensuite porté quand j'étais à mon compte. Et du coup, quel client vises-tu?
Quels clients je vise? En fait, au début, je visais surtout les petites entreprises. Et en fait, avec l'expérience, maintenant, c'est surtout avec les grands groupes qu'on travaille. En fait, la moitié de mon portefeuille client, c'est justement des grands groupes, des très grosses entreprises. Et l'autre moitié, c'est plutôt des PME. Donc en fait, on a un petit peu deux offres différentes selon les besoins de nos clients, mais on a réussi à trouver un petit peu deux offres adaptées à ces deux typologies d'entreprises. Est-ce que ces entreprises te confient comme mission? C'est quoi? C'est plus voilà, faire un site vitrine, faire un site e-commerce, développer une charte graphique pour donner vraiment une identité forte et durable, comme je le disais en préambule. C'est principalement ça, c'est les missions qui te sont confiées par ces entreprises-là. Ouais, c'est ça. En fait, Dorian et moi, on a nos compétences, et en fait, on n'a pas un produit phare. Disons qu'en fait, avec nos compétences, on compose autour de ce qu'on propose. C'est-à-dire que si par exemple je travaillais le cuir, je suis tout aussi capable de faire une ceinture que de faire un sac à dos par exemple. L'idée c'est juste de se former rapidement sur les petites différences entre une ceinture et un sac à dos, mais dans l'ensemble on a des compétences qu'on peut utiliser de plusieurs manières différentes. Là où je veux en venir, c'est que en fait souvent on propose des sites internet à nos clients, mais ensuite ça ne s'arrête pas là. En fait tous les clients qu'on a convertis jusqu'à maintenant, il y en a très peu qui sont partis ensuite. C'est-à-dire que tous les gens avec qui on a construit un site internet par exemple, maintenant, on travaille dans le long terme sur le référencement, par exemple. Et on travaille également sur le fait d'envoyer des newsletters, on fait du community management. Donc, on fournit vraiment tout l'écosystème de communication qui peut aller, par exemple, autour d'un site internet. Donc, en fait, tu fidélises tes clients par cet intermédiaire-là. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas juste à la livraison d'un site internet, à la livraison d'une charte graphique. Tu proposes aussi voilà, tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux, j'imagine, avec notamment Instagram, pour ne pas le citer, mais aussi d'autres plateformes qui sont de plus en plus importantes dans le commerce. Et donc, en fait, la fidélisation, c'est vraiment quelque chose de très important dans ton activité. C'est ça. Ça, je ne le pensais pas au début. Je pensais que les gens viendraient, commanderaient un site et s'en iraient. Et en fait, ce n'est pas du tout la dynamique qu'on rencontre. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on voit souvent le site internet comme un seul élément, mais en fait, c'est le composant d'une chaîne. En fait, ce qu'on veut finalement à la fin, c'est avoir des clients, en tout cas que des gens viennent nous voir. Et pour ça, en fait, la stratégie que souvent les gens adoptent, c'est tiens, je publie partout sur les réseaux sociaux, et sur ces réseaux sociaux-là, je vais faire un lien vers mon site internet. Sur le site internet, je présente l'activité, je peux avoir un formulaire de contact par exemple, et là les gens vont saisir leurs coordonnées. Et une fois que j'ai les coordonnées, et là c'est bingo parce qu'on peut recontacter après coup les personnes. Donc là on propose par exemple des newsletters où toutes les semaines on dit tiens voilà nos nouvelles, voilà ce qu'on propose en ce moment. Et en fait tout cet écosystème-là, c'est ça qui à la fin fait qu'on convertit des clients. Et selon toi, quelle est la différence entre un site web qui est juste joli, sympa à regarder, et un site web vraiment efficace qui donne à voir tout simplement et qui attire le client? Ouais, donc la grosse différence en fait, c'est que le site internet qui est très beau mais qui est techniquement qui n'est pas optimisé, déjà les gens n'y vont pas. Parce qu'un site internet, ce qui est très important, c'est qu'il soit bien référencé, c'est-à-dire qu'il apparaisse le plus haut possible dans les moteurs de recherche. Je ne dis pas Google parce qu'il en existe plein, ça peut être sur Yahoo, ça peut être sur Bing, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas la variété est énorme. Donc déjà techniquement, il faut que ça attire des gens. Et ensuite, de la même façon, il faut que tout sur le site soit pleinement fonctionnel, parce que souvent j'ai sur des sites internet par exemple, où le formulaire de contact ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont suivi tout le parcours, qui arrivent à la fin, et puis en fait, ils se trouvent face à un mur. Impossibilité d'entrer en contact avec l'entreprise. Donc ça, c'est juste un exemple. Mais il y a plein de choses comme ça. Si dans mon formulaire de contact, si jamais il y a un champ que j'ai pas saisi correctement, le formulaire ne s'envoie pas, et après, j'ai jamais l'information. Donc il y a vraiment tout cet enjeu-là, il faut que les gens viennent jusqu'à moi sans friction et le plus rapidement possible, parce que justement, sur un site e-commerce, plus vous passez de temps à charger la page, plus les gens vont s'en aller, par exemple. Toute la technique est vraiment le moteur de ce qui vient ensuite. Et tu réalises des audits ? Je réalise des audits également, mais ce n'est pas le cœur de notre métier, parce qu'on travaille beaucoup en fait en agilité, donc il y a une grande méthode dans l'informatique, qui fait qu'en fait on compose un petit peu les tâches au fur et à mesure de ce qu'on découvre et de ce qu'on voit, quoi. Donc souvent on travaille avec cahier des charges, mais en tout cas quand on reprend des projets par exemple, on préfère avoir cette flexibilité-là qu'offre l'agilité. Et donc voilà, ça fait 1 an et quelques mois maintenant que tu es chef d'entreprise, que tu es à la tête de Studio Bestio. En 1 an et demi, tu as sans doute, comme tous les chefs d'entreprise, dû prendre des décisions qui sont parfois pas faciles, mais souvent salutaires. Quelle a été la décision la plus difficile et peut-être la plus stratégique que tu as été amené à prendre durant ces 12 derniers mois ? Bon, je vais répondre un peu à côté de la question, mais je pense que la plus grosse décision que j'ai prise, c'était de me lancer finalement. Parce que après ce moment-là, j'ai jamais vécu un stress plus intense que celui de se lancer dans l'inconnu. Donc ça, c'est la première chose, c'est le premier gros point de décision, c'était de me dire, tiens, je vais lancer mon entreprise. Je dis mon entreprise, mais c'est celle de Dorian et moi, évidemment. Donc c'est la plus grosse décision, et la décision ensuite, ça a été d'investir de l'argent. Ça, c'est un cap qui a été dur à passer, parce que la première chose, c'est attirer des clients. Ça a été très compliqué, maintenant que c'est fait, j'ai plus ces difficultés-là.
Mais maintenant, j'ai toujours cette peur de manquer. C'est un petit peu ce syndrome de se dire, bah tiens, à un moment donné, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai toujours peur d'y retourner. Et donc, quand j'ai investi dans de la communication, dans la publicité, etc., ça a été des investissements qui ont été assez lourds au début. Mais en fait, une fois que c'est fait, j'ai pas regretté mon choix. Est-ce que tu as été amené à investir de l'argent dans, parce que quand tu dis dans de la communication, Mhm. etc., mais c'est-à-dire, c'était dans de la pub Mhm. pour toi, ou c'était dans des logiciels, c'était dans quel poste en fait tu as été amené à investir le plus? Donc déjà, le seul poste dans lequel on a dépensé de l'argent, c'était dans la communication. Mais par contre, les biais, ça a été vraiment très multicanal. On a essayé plein de choses. Moi, j'aime bien faire ça. Je teste toujours. Et si je vois que quelque chose fonctionne bien, c'est là qu'on met le paquet. Mais disons qu'en tout cas, on a essayé un petit peu plein de choses. Donc, on est inscrit à plusieurs réseaux. Réseau d'affaires, par exemple, physique. C'est le biais auquel je crois le plus. Parce qu'en fait, des agences comme la mienne, on en a plein. Mais par contre, ce qui fait la différence, c'est moi, c'est Dorian. Donc ça paraît bête, mais tous les gens avec qui j'ai traité, tous les gens avec qui j'ai eu des échanges financiers, par exemple, c'est toujours des gens que je connaissais personnellement. Mais une fois que j'ai lancé mon activité, des gens que j'ai rencontrés, par exemple, lors de réseaux. Donc ça, c'est le premier poste de dépense. C'est bah tiens, je m'implique dans les réseaux de ma région, qui est Nancy, et aussi Saint-Dié, sur lequel on travaille. Et le deuxième poste aussi, ça a été du coup d'investir dans de la publicité, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Google Ads. Donc on a un petit peu tapé partout pour voir un peu ce qui fonctionnait le mieux. Alors aujourd'hui, Studio Bestio fonctionne bien, tu arrives à en vivre, tu arrives à te verser une rémunération tous les mois. Quels sont tes projets pour 2026, 2027, enfin les années à venir? Donc la vision long terme qu'on a pour le moment, c'est de développer l'activité, mais notre mot d'ordre, c'est de ne pas être trop gourmand. Disons qu'on ne veut pas aller trop vite, par exemple en faisant trop de recrutement, pour qu'ensuite on soit en difficulté. Donc on essaye de garder un peu la tête froide. Et donc du coup, l'objectif, c'est de pérenniser nos clients, de gagner encore de la clientèle, mais surtout d'avoir des tunnels d'acquisition qui restent fixes et qui apportent des clients plus régulièrement. C'est-à-dire qu'en fait, là pour l'instant, tous les clients avec qui on travaille, on renouvelle souvent et puis on compose avec ces clients-là. Mais notre objectif long terme, c'est d'avoir une clientèle renouvelée et surtout aussi donc grandir en termes de nombre d'employés, mais sans avoir la folie des grandeurs. D'accord, grandir tout en se basant sur un socle, C'est ça. sur un socle qui soit stable, notamment un socle de compétences, un socle de premiers clients que tu as pu te constituer durant cette première année d'activité. Donc du coup, Quentin, on arrive à la fin de cette interview. Je vais donc te poser la question fatidique. C'est quoi pour toi être audacieux? C'est pas une question facile. Je dirais que être audacieux, c'est faire les choses. On a toujours des projets, toujours des idées qui nous trottent dans la tête, mais je pense que les gens qui sont audacieux, c'est ceux qui les mettent en œuvre et qui les font vraiment. Qu'on réussisse ou qu'on échoue, tant qu'on fait les choses, je trouve qu'on est audacieux. Être audacieux, c'est agir, tout simplement. C'est ça. Parfait. Bah, merci à toi, Quentin. Merci en tout à cas. toi. Bravo pour Studio Bestio, pour tout ce que tu fais, et je te souhaite pleine réussite pour la suite. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux portraits d'entrepreneurs inspirants. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.